comme je le disais tout à l'heure, on avait fait beaucoup de Hello World, de prise en main de Elasticsearch. L'idée c'est de voir comment on peut aller un peu plus loin et faire des vraies applications, aller répondre à des vrais besoins, avoir des fortes charges, essayer de voir un peu des cas réels. Ça va prendre la forme de pas mal de best practices, donc du démarrage jusqu'à l'optimisation très fine de votre cluster. Ça c'est l'idée. Donc Vincent Spivak, Céven Lemel. Donc Vincent est un évangéliste Elasticsearch chez Xebia et moi je suis un fanboy. Donc on va commencer par voir comment démarrer. Juste tout simplement déjà à la base. Comment on démarre? Bon en fait la première chose c'est de commencer juste à courir. Vous inquiétez pas, la courbe d'apprentissage d'Elasticsearch est vraiment très bonne, c'est-à-dire qu'on apprend très vite et on grimpe très vite en compétences. On va vite se frotter à quelques problèmes et c'est un peu le but de cette présentation, de vous éviter les quelques écueils que moi j'ai connus. Donc la première chose à faire c'est de toujours commencer en mode cluster. Essayez d'éviter les nodes embarqués. Dans les JVM, j'ai entendu quelques personnes parler de nous on embarque la solution en embedded, je pense à des gens à la SGIP par exemple. C'est pas une bonne pratique parce que d'abord ça va avoir un impact sur votre application puisque la mémoire vive de votre Elasticsearch va être partagée avec votre application et d'autre part partir sur un seul node, en fait vous n'allez pas être dans des conditions réelles, c'est à dire que quand vous allez partir en production vous allez avoir en général plusieurs nodes et ça va avoir des résultats différents. Donc il faut vraiment en avoir conscience et du coup la première chose à faire c'est de toujours travailler en mode cluster. Une autre remarque de base avec Elasticsearch c'est attention aux versions. Elasticsearch c'est très sensible à la version du JDK et à la version de l'API que vous allez utiliser. Il faut savoir qu'en interne du cluster Elasticsearch utilise de la sérialisation Java. Donc si vous avez juste une version différente du JDK entre deux nodes, ça ne marchera pas. Il va potentiellement vous faire deux clusters, vous allez avoir des résultats qui seront très hasardeux on va dire. Et c'est pareil pour l'application, pour l'API. Si vous utilisez l'API Java ou une API, l'API Java en Groovy, de toute façon tout ce qui est lié à l'API Java en fait en général, il faudra avoir exactement la même version que la version du cluster. Ça c'est hyper essentiel parce que sinon vous n'allez vraiment pas pouvoir bosser. La solution pour éviter ça c'est de passer par l'API REST avec quelques inconvénients qu'on verra plus tard. Donc une fois que vous êtes parti avec ça, vous pouvez déjà vous amuser à expérimenter. Là on a le petit bonhomme qui s'amuse. C'est bien, commencez, expérimentez, faites des tests, utilisez notamment, vous pouvez utiliser directement Postman, jouer avec l'API. N'hésitez pas à utiliser les composants de test. Elasticsearch livre un jar avec tous les tests d'intégration qu'ils utilisent. C'est intéressant de regarder comment ils font et de voir du coup les settings qui balancent pour pouvoir démarrer, pour pouvoir faire quelques tests. Amusez-vous. Déjà, commencez par là. La deuxième chose à avoir en tête, c'est de bien s'équiper. Faut que vous veniez avec votre boîte à outils parce que par défaut Elasticsearch ça fait beaucoup de choses, ça permet de faire du search, de faire de l'indexation et on peut l'utiliser comme une base de données. Par contre au-delà de ça on est à poil, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le cluster, on ne sait pas du tout comment il se comporte, comment il vit, comment il va et puis c'est pareil, les outils on n'en a pas. Alors je parlais de Postman tout à l'heure, on peut utiliser Postman pour faire des requêtes via l'API REST, mais il faut savoir que dans la galaxie Elasticsearch, il y a beaucoup de plugins qui peuvent être utilisés. Donc je vous conseille moi notamment d'utiliser HQ. HQ c'est un plugin de front qui vous permet d'avoir une vision de l'état de santé de votre cluster, node par node, index par index. C'est assez pratique pour voir quelle est la consommation de mémoire, combien de documents on a. Il y a aussi Head, qui est un autre plugin de visualisation qui va vous fournir en plus un explorateur et vous donner vraiment la géographie, la cartographie de votre cluster. Donc combien de nodes j'ai et où sont mes index, comment ils sont répartis shard par shard. Et vous pouvez explorer parce qu'il y en a d'autres. Il y a Marvel qui est fourni en licence qui est payante en fait. Il y a une licence payante. Elle est gratuite en mode développement et en fait en prod vous devez payer je crois 500 € par an. Donc Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de Kibana surchargé
qui vous permet de fournir des graphes en temps réel sur tout l'état de santé de votre cluster. Et il y a une partie de l'interface qui vous fournit très facilement de quoi commencer à requêter, qui s'appelle Sense, et qui vous fait en fait de la complétion sur vos requêtes. C'est assez pratique. Là pour le coup c'est vraiment très pratique. Il y a une petite note à avoir en tête quand même sur Marvel, c'est que ça a tendance à pourrir les clusters, parce que comment il fait en fait du monitoring, il le fait comme nous on le fait avec Kibana quand on agrège des logs par exemple, il balance en fait des documents dans le cluster. Du coup, il faut savoir que par défaut, on va avoir un index qui va être créé par jour pour le monitoring de nos nodes. Une best practice, ça peut être de, si vous avez la licence bien sûr, ça peut être de le déporter dans un cluster séparé ou de l'associer vraiment à un node en particulier de façon à ce que ça ne vous pollue pas le reste de votre cluster. Dernier point pour démarrer, c'est de choisir sa voie. Parce qu'avec Elasticsearch, je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de façons d'accéder au cluster. Alors, la base, c'est vraiment de partir par l'API Java. Mais même via l'API Java, on a déjà 3 façons, puisqu'on a la possibilité de faire un accès en pur client transport network. Donc là, dans ces cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à un node, un seul, et balancer ses recherches dessus. Et c'est le node en face qui va, lui, se charger de faire la répartition des recherches. Node client, ouais. En node transport client, ouais. En fait, il y a notre client, c'est le client Java se connecte sur le nœud comme s'il faisait partie du cluster. Du coup, il récupère le cluster state, c'est-à-dire toutes les informations liées au cluster. Et du coup, il peut faire ses requêtes. Il va pouvoir taper les nœuds qui l'intéressent directement. Ça économise un aller au niveau des requêtes. Ouais. Après, il y a le mode transport client où là, il va direct. Donc ça c'est le mode transport client, et après il y a le mode HTTP. Donc là ça va être du HTTP standard. En fait c'est l'API est emballée autour de requêtes REST. Et par contre, du coup l'avantage de l'API REST, c'est que c'est pas dépendant de la version. Alors que la partie transport client, il faut faire gaffe à la version. Ouais. Voilà, ils utilisent le port 9300 en fait. Ouais. Le client node, en fait, il va monter un node qui fait partie du cluster mais qui ne va pas prendre de données. C'est comme ça qu'il est vraiment cluster aware. Mais on peut aussi monter un node qui fera partie du cluster et qui prendra de la data, ce qui est vraiment pas une best practice, clairement. D'une manière générale, si vous partez sur l'API Java, pensez bien que le problème de version compatible, il se pose systématiquement. La solution, l'autre solution, ça serait de passer par l'API REST. Alors pour Java, il y a une API qui s'appelle Jest, où ils ont essayé de mimer un petit peu ce que fait l'API Java Elasticsearch officiel, mais en envoyant que des requêtes REST. Il y a d'autres API clientes, il y a une API pour JavaScript, il y a une API pour du Ruby, pour Python. Enfin, ils ont fourni vraiment beaucoup d'API, mais par contre, ces API clientes sont uniquement REST. Il n'y a que en Java qu'on va pouvoir faire du binaire. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, on peut revoir cette notion en fait dans la sortie de Logstash. Dans Logstash, dans la sortie d'Elasticsearch, il y a la sortie Elasticsearch avec un paramètre protocole, et vous avez par défaut Node. Sinon le mode protocole ou le mode HTTP, et donc par défaut c'est Node, et c'est pour ça que vous voyez dans le plugin Head par exemple Logstash avec des PID. C'est parce que Logstash est connecté au cluster. Voilà. Du coup, commencez par choisir votre façon de joindre le cluster, en prenant bien en garde, bien en compte les problématiques de compatibilité, parce que c'est vraiment important. C'est les points essentiels à avoir quand on veut bien partir. Donc si on récapitule un petit peu, d'abord commencez par utiliser un cluster, toujours. Ensuite, faites attention à la version. Ça sera pareil. Régulièrement, vous allez avoir des problèmes avec ça. Il faut vraiment y penser. Ça a un impact, mais vraiment dans toute la durée de vie du cluster, parce que pensez aux upgrades derrière de vos versions Elasticsearch, ça va vous causer des problèmes. Pensez aux upgrades de vos applications, ça va vous causer des problèmes aussi. Il faut vraiment réfléchir à cette problématique-là.
Ensuite, vous pouvez penser à installer des plugins. Regardez ce qu'il y a dans la galaxie de plugins. J'ai cité Hedge, j'ai cité HQ, mais il y en a d'autres. Et ils sont intéressants à regarder parce que du coup, vous allez peut-être trouver ce qui vous convient le mieux. Et choisissez votre façon d'accéder au cluster. Alors la partie hardware. Donc niveau hardware en fait, ce qui est conseillé c'est de plutôt utiliser du moyen voire gros hardware, c'est-à-dire éviter de faire 50 petits nœuds. Déjà parce que c'est compliqué, c'est chiant à gérer 50 petits nœuds au niveau hardware. Donc c'est mieux d'avoir des gros nœuds et on va vous expliquer. Charmant. On va vous expliquer derrière qu'est-ce qu'un gros nœud, voilà. Voilà. Alors, il est recommandé aussi, d'après Elasticsearch, d'éviter de faire du virtualisé. On peut en faire, mais au final, on se rend compte que sur du hardware classique, c'est mieux en termes de coût et si vous devez quand même utiliser Amazon ou d'autres, pour Amazon par exemple ils recommandent M1X large en minimum, donc c'est des VM plutôt grosses et si possible avoir des provisionned IOP, donc des garanties sur le nombre d'opérations par seconde et voilà. Alors niveau disque, il est recommandé d'utiliser des SSD parce qu'en fait si vous prenez le coût des SSD un SSD est plus cher au giga. Par contre si vous ramenez le coût aux IOP, c'est le SSD qui est moins cher en fait. Donc si vous pouvez l'utiliser en termes de prix, il vaut mieux mettre des SSD. Parce que Elasticsearch est très consommateur en entrée-sortie disque. Voilà. Enfin, c'est du full text, il faut l'avoir en tête, c'est de l'indexation. Et ce qui fait qu'en général, c'est mieux de déployer sur du bare metal parce que quand on est dans des solutions virtualisées, bah, on perd en performance sur les I/O et probablement aussi un peu sur la mémoire vive. Et c'est des key features qui sont vraiment essentielles pour Elasticsearch pour bien fonctionner. On va le voir après comment configurer justement. En termes d'IO, tu as le minimum qu'il faut avoir avec ton instance. Il n'y a pas de minimum parce que ça va dépendre vraiment de ton utilisation et ça se dimensionne, mais si tu veux être tranquille, tu as vraiment intérêt à avoir de quoi faire des grosses I/O. Ça dépend de ta charge. Si tu as 10 utilisateurs qui vont balancer 10 documents par jour, c'est pas grave quoi. Mais si tu en as 1000 qui sont en permanence connectés et qui balancent, je sais pas moi, disons 1 Tera de données dans la journée, bah là ça va devenir beaucoup plus problématique. Alors deuxième chose, si vous pouvez, faites du RAID. Par contre attention, faites du RAID 0. Ne faites pas de duplication, ne faites pas de RAID 5 par exemple pour avoir du fail-safe. Le fail-safe il se fera avec les réplicas et le système de sharding et de réplica. Faites du RAID 0 avec des SSD. Le top c'est RAID 0 en SSD pour avoir le maximum de vitesse de lecture-écriture. Voilà. Niveau RAM, donc niveau RAM, il faut savoir qu'Elasticsearch, même CPU et RAM, il va utiliser le maximum qu'il peut. Donc vous allez pouvoir fixer les limites et faut pas avoir peur. Tout ce qu'il peut consommer, il le consommera. Donc niveau RAM, on recommande d'être en dessous de 32 Go de RAM pour la JVM. Et donc vous allez pouvoir setter, mais je crois qu'on le parle après. On parle après, ouais, on en parle après. Mais bon, enfin 32 Go de RAM, c'est principalement parce qu'il y a un moment où quand vous avez 32 Go de RAM, vous avez des GC qui vont tourner et qui vont tourner très longtemps. Et ça va vous impacter très fortement. Et du coup, le conseil d'Elasticsearch, c'est de dire, si vous avez par exemple, je sais pas, plus de 32 Go de RAM sur votre machine, n'hésitez pas à mettre plusieurs nodes sur la machine qui consomment les 32 Go de RAM, plutôt que de faire un seul node avec beaucoup plus de RAM. Ça sera plus avantageux. Il faut bien comprendre, par défaut, l'idéal c'est un nœud par machine
Mais si vous avez une grosse machine et que physique, vous ne pouvez pas la splitter, du coup, là vous pouvez commencer à lancer plusieurs instances. Voilà. Alors, non, pas de question. Alors au niveau de la configuration. Configuration, vas-y. Alors, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser plutôt des RPM ou des DEB ou Chef, par exemple, ou Puppet. C'est-à-dire que il y a des versions, il y a des repositories, que ce soit pour RPM ou DEB. Et si vous pouvez, idéalement, automatiser avec Puppet et Chef. Comme ça, c'est plus facile pour notamment les versions d'Elasticsearch, du JDK, etc. Et l'avantage d'utiliser les paquets Debian ou RPM, c'est que quand vous l'installez, au lieu d'avoir un zip, là, quand vous l'installez, vous avez un user group Elasticsearch qui est créé. Il est automatiquement en service sur la machine, donc avec auto start stop. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez configurer les défauts, etc. Et c'est plus propre. L'équipe Elasticsearch a fait le travail. La sécurité aussi. Il y a aussi la partie des patchs de sécurité qui vont être livrés beaucoup plus facilement via du packaging. Bon, enfin après c'est de la best practice, de toute façon. Voilà, effectivement, utiliser de l'infrastructure as code c'est quand même largement conseillé et les packaging qui sont supportés par Elasticsearch sont voués à être utilisés. Il y a des packages Docker déjà, Elasticsearch. On contribue pas en officiel, pas que je sache. Alors, vous pouvez être hipster, donc vous pouvez, c'est recommandé si vous pouvez d'utiliser le JDK 8, parce qu'il y a des optimisations. Et donc si vous pouvez utiliser le JDK 8. À propos de la JVM, essayez d'éviter faut vraiment éviter le tuning de la JVM avec les paramètres -XX. C'est très très fortement déconseillé. Pourtant elle est belle la voiture. Ouais. Et notamment, si vous lisez il y a un livre chez Aurélie qui va sortir sur Elasticsearch qui est The Definitive Guide. Et en fait, il explique qu'il a fait une centaine d'interventions et que, il y a eu une centaine de cas où juste en enlevant toutes les customisations de la JVM, le cluster se remettait dans un état normal entre guillemets. Voilà. Et la dernière recommandation, c'est de surtout pas utiliser le GC G1 qui est par défaut sur la JVM 1.7. En fait, le problème de ce GC, c'est qu'il va avoir tendance à corrompre vos index. Enfin, il peut corrompre vos index. Il faut quand même configurer quelque chose. Pardon? Non, ça a été bien fait. C'est que normalement dans les scripts Elasticsearch, même les scripts de la version zippée, ils ont forcé l'autre GC en fait. Mais est-ce que c'est la faute de Java ou est-ce que c'est la faute d'Elasticsearch? Parce que c'est un peu, il y avait eu le débat au début de Java 8 ou 7, je sais plus. Ouais. Il y avait soi-disant un bug de Lucene qui faisait que des index étaient corrompus et ils se sont renvoyés la faute mutuellement en disant pour l'histoire du garbage collect, pour moi c'est dire qu'il n'est pas bien le garbage collect parce que je suis Elasticsearch, ça fait bizarre. Enfin, c'est peut-être plus Elasticsearch qui a mal implémenté quelque chose. Je ne me prononcerai pas. En fait, c'est pas vraiment la question parce que Elasticsearch finalement il fait pas grand chose en lui-même. Ce qu'il y a, c'est ton utilisation qui va tirer quelque chose. C'est-à-dire que typiquement il y a une grosse utilisation de cache dans Elasticsearch. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la RAM et on peut très bien faire n'importe quoi avec les caches. On peut charger beaucoup de mémoire. Alors effectivement, Elasticsearch a un point qui est un petit peu tendancieux, c'est le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, lui, il va essayer de consommer tout ce qu'il peut prendre, quoi qu'il arrive. Donc, et même jusqu'à outrance, c'est-à-dire qu'il peut quand même en venir à dégueuler, clairement. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête, c'est que côté consommation de mémoire vive, il n'est pas très bien protégé et effectivement on peut se dire que typiquement lui il va essayer même de dépasser la heap size. Ça va pas être un problème dans certains cas, on le verra plus tard. Donc c'est un peu Elasticsearch qui... Alors justement au niveau de la RAM, ce qui est important c'est vous pouvez configurer une variable d'environnement qui s'appelle ES_heap_size avec des underscores. Et en fait, ça va fixer le MX, enfin le minimum et le maximum de la RAM à cette valeur.
Et donc ce qui est recommandé sur un cluster, c'est de configurer sur votre machine, vous avez un nœud et il faut mettre la moitié de la RAM à cette valeur. Donc par exemple, vous avez 30 Go de RAM, vous mettez 15 Go pour la heap size. Et donc normalement, Elasticsearch côté JVM utilisera toute cette RAM. Voilà. Ouais, enfin ça c'est parce qu'il y a de slide suivant. Oui, alors le deuxième point, c'est que l'autre moitié de la RAM, elle va être utilisée par l'USEN, par l'OS en fait, pour cacher, mettre en cache les requêtes, les filtres en fait, notamment d'Elasticsearch, de vos requêtes. Donc il ne faut pas hésiter à laisser la moitié de la RAM libre entre guillemets, et ça sera utilisé par l'USEN. Donc faut pas se dire il reste la moitié de la RAM, je vais faire tourner d'autres trucs derrière. Ça sera utilisé. En fait, c'est une feature Unix Linux, c'est les memory mapping files. L'idée, c'est que vos fichiers, vos index vraiment persistés sur disque, en fait, ils résident en RAM. En partie. Et du coup, on va tirer d'une part l'amélioration de l'utilisation de la RAM pour les caches uniquement, et d'autre part l'amélioration de l'utilisation de la RAM pour l'indexation elle-même. Il faut savoir que les filtres dans Elasticsearch, donc ça correspond en fait aux requêtes, enfin aux clauses where en SQL. Ça, par défaut, ça sera caché. De manière intensive. Ça sera caché intensivement. Voilà. Alors, pas de swap, voilà. Le swap, faut essayer de la désactiver sur vos machines en fait. Donc c'est différent des OS et en fonction des versions des OS. Donc je vous laisse regarder la doc de l'OS. Que ce soit une application Java qui swap, c'est une application qui est morte. Donc il n'y a pas de secret, si on commence à swapper avec la JVM, on est juste mort quoi. Et c'est du Java derrière. Encore une chose, c'est essayer d'augmenter les file descriptors, le nombre de file descriptors. Donc les file descriptors, c'est utilisé pour les connexions, notamment les ouvertures, fermetures de fichiers, et essayer de monter le défaut, enfin le maximum à 64K ou 32K par exemple. En fait, on essaie de mettre le maximum parce que sinon, enfin selon votre utilisation, mais ça va très vite, on arrive au too many open files. Le fameux too many open files. Bon bah celui-là on le veut pas, et parce que par défaut, ça c'est vraiment, ça vient de l'USEN et un peu d'Elasticsearch, c'est-à-dire que comme selon la technique de partitionnement des index dans Elasticsearch, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des nouveaux fichiers d'index l'USEN. L'USEN est déjà très consommateur en fichiers, et là en fait on lui dit bah tu divises ta consommation, tu multiplies ta consommation de fichiers par le nombre de charts que je vais faire. Donc en fait il y a un facteur multiplicateur qui fait que on a vraiment besoin d'ouvrir énormément de fichiers pour pouvoir faire de l'indexation propre et efficace avec Elasticsearch. Et ça c'est un point essentiel. Mais d'ailleurs ça se fait aussi sur Hadoop, hein. Typiquement quand on veut faire du Hadoop en masse, il y a beaucoup d'entrées-sorties sur fichiers, et du coup c'est pareil. Je te pose une question. Alors, un autre point qui est intéressant à connaître, quand on fait beaucoup de charges en recherche et en indexation en parallèle, c'est le cas du projet Sumo sur lequel je bosse, où en fait à chaque fois qu'on a une log d'utilisation, une log d'internaute, bah, on fait une recherche dans le cluster et on fait n indexations en parallèle. Du coup, ce qui va se passer, c'est que dans Elasticsearch, il y a des files d'attente pour traiter les requêtes. Et ces files d'attente, par défaut, elles sont assez sous-dimensionnées, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je crois que c'est une centaine de requêtes en attente dans les files d'attente. Il y a des files d'attente par contre spécifiques par type de requête, pour les search, pour les indexations, pour les crunch. Enfin, il y a une dizaine de thread pools différents dans Elasticsearch, et chaque thread pool a ses files d'attente particulières. Moi, ce que j'ai fait typiquement sur Sumo, c'est que en search et en indexation, j'ai augmenté par 10. J'ai multiplié par 10 le nombre de messages en file d'attente, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vos messages vont être juste rejetés, ou alors vous allez avoir des silent fails. Donc il faut penser à ça. Alors après, attention, parce que il ne faut pas s'amuser non plus à changer le nombre de threads,
Par défaut, la configuration d'Elasticsearch est faite pour tirer vraiment parti de ce qu'il y a sur le hardware, donc ce qu'il connaît en termes de CPU. Et là-dessus, il ne faut pas jouer avec. C'est un peu le conseil qu'il fait, sauf si vraiment vous connaissez à fond ce que vous faites. Mais je crois que c'est le cas de personne et du coup, il y a des gens dont c'est le travail, faisons leur confiance, quoi. Il y a un système de priorité ou c'est juste jouer sur le... Non. Non, c'est du FIFO. Et du coup, tu t'en es rendu compte comment Parce que mes requêtes passaient pas. Parce que mes requêtes passaient pas. Et pourquoi mes requêtes passaient pas? Parce que je l'ai vu dans les logs en fait. D'ailleurs, j'ai vu dans les logs qu'effectivement les pools étaient. Alors, il y a du monitoring qui est possible sur les thread pools aussi. En fait, il y a une API. Dans Marvel, tu peux connaître le nombre de threads qui sont consommés par thread pool. Au début, on vous conseillait d'installer des plugins parce que c'est visuel, c'est des interfaces web visuelles, mais tout est requêtable sur Elasticsearch. Donc vous avez des API pour voir par nœud les process, etc. Par contre, c'est peut-être indigeste au début quand vous commencez. D'où l'utilisation des plugins. Mais toutes les infos sont requêtables en fait. Donc on fait un cluster. Par défaut, on l'avait déjà vu dans plusieurs Hello World, le cluster il prend un nom qui s'appelle Elasticsearch. Alors c'est super parce que quand on est en dev et que tout le monde utilise le même nom, du coup on fait un énorme cluster tous ensemble et on s'amuse bien, c'est super. Du coup ça pète dans tous les sens. La première chose c'est nommer votre cluster. Donc prenez un nom différenciant. Lié à votre application, ça sera pas mal, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on va faire du clustering, il y a dans Elasticsearch par défaut ce qui s'appelle le discovery, où il va faire du broadcast pour aller hop, dire bonjour et essayer de choper les nodes qui sont à côté de lui. Ah tiens, Elasticsearch t'es là, on se connecte, on est copains, on fait un cluster. C'est pas une bonne idée, parce que du coup, ça ouvre en fait beaucoup de portes et du coup ça permet de se retrouver dans des situations où on a un node qui apparaît, on sait pas d'où et ça fout la merde. Sachant qu'en plus il peut être dans une version du JDK différente ou une version d'Elasticsearch différente, ça peut être encore plus sympa. Donc la best practice c'est de pouvoir lister les nodes auxquels on va pouvoir se connecter pour le cluster. C'est ce que je recommande parce que j'ai eu plein d'emmerdes avec ça en dev, en intégration et même en pré-prod. J'ai eu pas mal de soucis avec ce genre de choses. Quand on fait sur Amazon, il y a une API qui permet de retrouver les nodes qui sont à utiliser pour se connecter. Et d'une manière générale, il faut vraiment essayer de lister l'intégralité des nodes du cluster. Ça sera beaucoup plus facile. On n'est pas obligé de lister tout. En fait, il y a deux paramètres. Vous désactivez le multicast, c'est-à-dire je broadcast partout. Donc ça, vous le désactivez parce qu'en prod, vous n'avez pas envie que quelqu'un se branche, lance un nœud et se connecte dessus. Et deuxièmement, du coup, quand vous désactivez le multicast, vous pouvez préciser une liste de nœuds, une liste d'hosts en fait, auquel le nœud, quand le nœud démarre, il va regarder dans cette liste et il va essayer de le contacter pour rejoindre le cluster. Après, vous n'êtes pas obligé de lister tous les nœuds. C'est-à-dire que si vous donnez par exemple 3 nœuds, normalement par chance il devrait y avoir un des 3 qui est up. On va se connaître les uns et du coup, même si vous donnez que 3 nœuds mais que vous avez un cluster de 100 nœuds, avec la même configuration, tous se reconnaîtront parce après, que chaque node est cluster aware. Il faut le savoir. Alors après quand on commence à faire des clusters sympathiques, on peut se retrouver dans une situation un peu comme ça où finalement j'avais un seul cluster mais j'en ai deux. C'est ce qui s'appelle le split brain. Alors pourquoi ça arrive? Parce que on a des coupures réseau de temps en temps sur les plateformes. Parce qu'on a aussi un GC qui peut tourner et qui peut faire un stop the world. Et dans ces cas-là, il y a un node qui répond plus. Et là, on va se dire, et si c'était le master? Si c'était le master, ce qui va se passer, c'est que les autres nodes vont se dire, il me faut un nouveau master. Et là, potentiellement, en fait, celui qui est en train de faire son GC, lui, il se considère encore comme master, pas de problème. Mais les autres, ils ont élu un nouveau master. Et là, dans ce cas-là, on a 2 nouveaux clusters, c'est super. Du coup, pour éviter ce genre de situation que beaucoup ont connu, la solution c'est d'abord de sortir ces nodes master et d'avoir vraiment des nodes qui soient faits uniquement pour gérer le mastering d'un cluster. On peut avoir un seul master à la fois sur un cluster. Par contre, on peut dire que, par exemple, je vais mettre 3 nodes qui vont se répartir le rôle de master du cluster.
Et ça va éviter que ces nodes-là ne vont faire que ça, du routing et de l'allocation de shards et d'index. Les autres nodes vont, eux, prendre la charge vraiment de l'indexation, de la recherche. Là, juste déjà en faisant ça, en fait, vous avez déjà un impact qui est bien moindre sur la RAM, puisque en fait, du coup, les nodes master, ils font pas grand-chose au final, et ça leur permet d'être toujours up and ready. Un nœud master, ouais, niveau hardware, c'est 1 Go de RAM, et voilà, vous êtes bon normalement. Attention, on ne fait pas de cross-cluster, de cross-data center avec Elasticsearch. Hein, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des temps de latence qui sont plus importants, vous pouvez avoir des ruptures réseau encore plus importantes, et du coup, en fait, ce que vous allez faire, c'est juste vous retrouver avec un split brain systématique. Et du cross-zone dans... Non plus. Surtout pas. C'est du cross-data center. Parce que ça va marcher au début, et un jour, va y avoir un problème de latence, un petit problème de latence, et bim, tu vas avoir un split brain, et le split brain, c'est super relou, c'est super galère à récupérer. En fait, un gros problème de facturation parce que c'est très verbeux. D'ailleurs, ouais, c'est très verbeux. Les nœuds, en fait, ils parlent beaucoup entre eux, et donc il faut vraiment que la latence soit minimale. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans la partie installation, mais il faut bien évidemment un network le plus rapide possible, mais ça, c'était évident. D'accord, donc pour les parano, à la limite, il faut avoir un autre cluster ready sur un autre data center. En fait, non, parce que tu peux, pour les parano, tu peux faire du backup d'abord, et ensuite tu peux éventuellement, mais ça va être hyper coûteux, hein, déployer des nodes pure data sur un data center séparé, puisque si tu ne leur donnes pas le rôle potentiel de master, au moins tu n'auras pas le problème de split brain. Ok, d'accord. Mais c'est ça en fait. Ça peut être une solution. Un rôle potentiel de master. Par contre, il y a une vraie consommation en bande passante qui est hyper importante, quoi. Ok, ça, alors voyons maintenant les problématiques d'indexation, de shards et de réplica. Donc les index, c'est ce qui représente les tables dans Elasticsearch. Les shards, c'est juste les partitions de nos tables. Et les réplicas, c'est comment on va répliquer les données qui sont dans nos partitions. Donc la première chose, c'est la multiplication des petits pains. C'est super. Quand on fait une recherche dans Elasticsearch sur un index de 50 shards, en fait, dans Elasticsearch, ce qui va se passer, c'est qu'on a 50 recherches qui partent. Donc c'est la même chose, un index de 50 shards que 50 index d'un seul shard. Bien avoir ça en tête. C'est important parce que quand on fait de la recherche, typiquement, ce que je disais tout à l'heure sur le dimensionnement de vos files d'attente, on peut se retrouver dans des situations où moi je vais adresser un seul index qui fait mes 50 shards avec peut-être 100 requêtes en parallèle. Bon, d'un coup, je prends quand même 500 messages dans la file d'attente. Donc, une seule requête ne correspond pas à une seule requête à l'intérieur du cluster. C'est vraiment utile de le savoir. Du coup, il faut faire la balance entre est-ce que je veux un index avec beaucoup de shards ou est-ce que je veux plutôt plusieurs index. Moi, à l'utilisation, j'ai tendance à favoriser avoir plusieurs index parce que un index avec beaucoup de shards, en fait, il y a une limitation qui est forte sur le fait que un shard ne peut pas être supprimé. Donc si vous voulez supprimer toutes les données d'un shard, typiquement, vous ne pouvez pas le faire. Alors que sur les données d'un index complet, on peut le faire sans problème. Et c'est très rapide. Il y avait d'autres... Non, c'est tout. C'est juste une recherche sur un index 50 shards, c'est la même chose qu'une recherche sur 50 index d'un shard. Voilà. Il faut prendre en compte cette problématique. Voilà, pensez à designer vos index de façon à ce qu'ils soient jetables. Un index dans Elasticsearch, ça doit être jetable et c'est ce qui permet en fait d'avoir de la performance, de la maintenance parce que grosso modo, quand on utilise des logs ou quand moi je fais beaucoup de recherche de tarifs et du coup c'est très saisonnier, c'est très temporaire. La bonne solution c'est de dimensionner son index de façon à ce que sur un seul index on puisse faire la recherche qui nous intéresse, le cas standard. Typiquement sur Sumo c'est une recherche calendrier des prix. Et je sais que mon calendrier des prix ne va jamais dépasser les 90 jours. Mon index, il est sizé sur un mois. Donc je sais que je ne pourrais pas taper plus de 2 index sur une recherche. Et du coup, je me permets de supprimer les données qui sont trop vieilles, puisque les données du mois de juillet, par exemple, elles sont dans l'index du mois de juillet, je peux le supprimer sans aucun souci. Comment on définit l'élasticité d'Elasticsearch ?
C'est bien sur le papier, Elasticsearch ça scale, c'est formidable, on peut scaler à l'infini. Oui, mais en fait non. Scaler à l'infini, on peut mettre 40 machines, mais si on a un index de 5 shards, vos 40 machines elles serviront à rien. Donc ce qui définit en fait le nombre de nodes qu'on va pouvoir utiliser sur un cluster, ça va être le nombre de shards et de réplicas. Donc pour un shard et un réplica, on peut se permettre d'avoir un node. Donc si vous voulez, je sais pas, 3 shards et 2 réplicas, vous aurez le droit à avoir 6 nodes. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et sachant que la best practice, enfin, naturellement Elasticsearch se répartit les shards entre les réplicas entre lui, de façon à ce que plusieurs nodes puissent avoir des réplicas les uns les autres. Donc même 3 nodes normalement, pour cette typologie d'indexation, ça suffit largement. Alors, vite parce qu'on est 42. Ouais, il faut savoir que donc vous indexez des documents JSON. Et donc pour gérer les relations, vous pouvez utiliser des inner objects, c'est-à-dire mettre tout dans le document. Alors j'ai un tweet, j'ai un auteur, et donc vous pouvez mettre l'auteur dans le tweet directement. Après vous avez une deuxième possibilité, c'est les nested objects, c'est-à-dire dans le JSON, vous allez dire auteur, et là dedans vous allez mettre un autre objet auteur avec nom, prénom, etc. Vous avez une troisième possibilité qui est les parent-child relationship, qui est un peu l'équivalent des jointures ou des foreign keys, en fait, où là vous voulez dire l'auteur en fait c'est tel ID, et dans un autre index ou dans le même index mais d'un autre type, vous aurez un document avec cet ID. Et il faut savoir au niveau des performances que l'inner object sera plus rapide que le nested object, qui sera plus rapide que le parent-child. Voilà. Les parent-child sont coûteux, après des fois vous êtes obligé de le faire. Donc faut le savoir. Au niveau du templating, donc l'idée c'est d'utiliser le templating. Donc par défaut Elasticsearch, vous allumez un cluster, vous téléchargez Elasticsearch, vous le lancez, vous lancez lancez une indexion de documents, vous n'avez rien dit, il a automatiquement créé un index avec le bon nom, le bon type, il a détecté les types normalement à peu près correctement. Mais et après vous pouvez rajouter des types, vous pouvez rajouter des champs, etc. Mais la bonne pratique c'est aussi de faire des template mapping, d'utiliser du mapping, c'est-à-dire définir vos types avant à la création de l'index. Le schema LS c'est du vol, ça n'existe pas, et l'idée c'est qu'il faut définir son schéma en amont. Donc moi ce que je fais typiquement c'est je balance des documents, je sais que c'est à peu près le document que je vais utiliser, je récupère le mapping qui a été généré, je le prends, je le transforme, je mets des notes analyzed sur toutes les chaînes de caractères qui ne m'intéressent pas à indexer. Je vais fine-tuner les types, les dates, parce que les dates par défaut elles sont peut-être mal parsées selon le format de date que vous allez soumettre. Dans Elasticsearch, attention, les dates c'est toujours sous forme de string. N'essayez pas de mettre des timestamps, c'est une mauvaise idée. Et du coup l'avantage du modèle, c'est que, enfin du template, c'est que ça va être utilisé systématiquement via une regex par exemple. Quand vous allez indexer un document dans un index nommé n-1 par exemple, et que vous faites n-étoile pour votre template, il sera appliqué systématiquement, et donc vous êtes tranquille, vous êtes garanti que vous avez la bonne indexation. J'avance. Alias. Alors les alias, c'est en gros c'est un peu comme les ln-s, les liens symboliques. Donc l'idée c'est que vous avez un index et vous pouvez créer un alias. Donc ça va être un nom différent qui pointe sur l'index. Voilà. Donc ce que personnellement je recommanderais, c'est d'utiliser systématiquement un alias pour que ensuite qui pointe sur un index. Comme ça, quand vous avez un problème de mapping, typiquement vous allez commencer à indexer des documents. Puis après, vous allez rendre compte qu'il faut rajouter un champ, mais vous allez vouloir changer peut-être le type d'un champ, refaire le mapping, et là, il va falloir dropper tout l'index. Donc le mieux, c'est vous créer un alias, votre application tapera toujours sur l'alias,
Et donc quand vous voulez changer, quand vous avez besoin de dropper tout l'index et de le reconstruire, bah, vous créez un autre index à côté, vous réindexez tout. Et après, en une requête, vous pouvez faire une requête atomique qui supprime l'ancien lien et met un nouveau lien. Voilà. Ok, ça c'est la vision vie formidable. Moi j'ai une vision un peu différente là-dessus, mais parce que en fait les API d'Alias elles sont compliquées à utiliser, parce que quand on crée un index, en fait on peut pas l'accrocher directement à l'alias. Il n'y a pas un système d'expression régulière qui vous dit bon bah tel alias va prendre tel index via son pattern de nom. Il va falloir les supprimer nommément, les ajouter nommément. Et du coup, en fait, nous la stratégie qu'on a utilisée sur Sumo, c'est plutôt de dire ok, j'ai un pattern de nom sur mes index, mon application front le connaît et du coup c'est l'appliquer en fonction du document qu'il va faire, qu'il va vouloir chercher, et typiquement fonction de la date en l'occurrence, puisque moi mes index ils sont par mois, et ça on a trouvé ça beaucoup plus simple à utiliser que via l'alias. Maintenant si l'alias, parce que c'est une belle feature et effectivement c'est utile, si l'alias nous fournissait cette petite flexibilité de gestion par regexp, et de suppression automatique quand l'index est deleté, bah, j'utiliserai les alias. Donc ça dépend encore une fois de l'utilisation que vous avez. Ça c'est Persistent Memories, Salvador Dali. Persistent Memories, pourquoi? Parce que bah, y a une notion de persistance dans Elasticsearch. Il faut savoir que... Hein? Persistant. Non. De persistance dans Elasticsearch. Il faut savoir que par défaut, quand vous indexez des documents, en fait, bah, il ne les indexe pas tout de suite. Il y a une gestion d'un commit backlog dans Lucene qui fait que c'est seulement au moment où le commit sera effectué sur Lucene que là, effectivement, vous allez avoir les données publiées. Par défaut, ce temps de latence, il est à 1 seconde, je crois. Ouais. Ce qui fait que toutes les secondes, vous allez avoir des documents qui vont apparaître dans votre publication. Alors il y a plusieurs stratégies qui sont utilisables. Par exemple, quand vous voulez vraiment faire une indexation en masse de beaucoup de documents pendant assez longtemps et que c'est du one shot, vous avez intérêt à allonger ce temps de refresh, parce que du coup il y aura moins de commits et vous allez gagner en performance. Maintenant, si vous avez une utilisation où vous indexez beaucoup de documents mais vous avez besoin de les retrouver très vite, vous pouvez aussi réduire le temps du refresh. Mais c'est un coût. Voilà. Bah, ça a un coût en CPU, parce que du coup les commits ça coûte. Donc en clair, en résumé, quand vous indexez un document, il faut 1 seconde avant de pouvoir le voir dans une recherche. Mais par contre, il est instantanément trouvable via un get sur l'ID. Voilà. Et ça s'optimise dans le mapping de l'index, dans les templates dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Ça c'était la partie... Bah, ça vous explique un peu comment on commit d'abord, comment se passe la publication, et surtout le fait que, en fait, puisque vous avez un commit à la seconde, vous allez avoir des petits morceaux, l'index va être un peu morcelé, et du coup il y a la possibilité d'utiliser une méthode d'optimisation de l'index qui va en fait faire du defrag. Grosso modo, ça fait du defrag et ça vous réunit vos petites transactions committées dans Lucene dans une seule transaction par optimisation. Du coup, votre performance, votre recherche sera plus efficace et vous aurez moins de fichiers. Typiquement, quand vous utilisez Logstash, le lendemain, si vous faites un index par jour, par défaut c'est comme ça, le lendemain, vous pouvez lancer la requête pour optimiser et compresser tous les segments en un seul, tous les segments Lucene en un seul. Alors, Elasticsearch, c'est du full text, donc ça fait de l'analyse. Cette petite dame se fait analyser. Pensez que en fait, vous n'avez pas systématiquement besoin d'analyser les champs. Il y a beaucoup de champs qui en fait sont pas du tout utiles pour la recherche full text. Si par exemple vous voulez faire vraiment plutôt de l'utilisation type recherche par terme, où du coup vous connaissez un peu vos termes à l'avance, ou alors vous allez utiliser des agrégations, mais pas du full text, pensez vraiment à mettre not analyzed sur vos champs dans le mapping, de façon à ne pas payer la charge d'indexation de ces champs-là. Comme ça, il va juste les stocker dans le document qui persiste lui, mais il ne va pas le mettre dans un index Lucene. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Bon, ça. Ok, donc on va avancer parce que sinon on peut passer. On va jamais finir. Donc indexation, on recherche. Donc quand vous indexez, ça c'est l'incroyable bulk. Hein, bulk, ouais. Si c'est pas clair. Donc quand vous faites
quand vous faites beaucoup d'insertions, le mieux c'est d'utiliser l'API bulk. Dès que vous faites beaucoup même d'opérations, utilisez l'API bulk. Même si vous en faites pas beaucoup, en fait. Ouais. À moins vraiment d'avoir une indexation, des indexations très espacées, mais en termes de temps, vous avez vraiment toutes les chances de gagner du temps à réunir des gros paquets de documents et les indexer en une fois que de les indexer en plein de fois. C'est beaucoup plus coûteux. Donc l'API bulk, vous lui donnez un document et dans le document, en fait, première ligne, vous allez dire le type d'opération, insertion, délétion, mise à jour. Deuxième ligne, le document. Et donc vous allez pouvoir faire des insertions, des délétions, des updates, tout ça en même temps, en masse, en une fois. Et ce qui est recommandé, c'est de, par exemple, au niveau du sizing du bulk, c'est de commencer avec 10 ou 15 MO de données brutes, en termes de données brutes JSON. Et puis après, vous augmentez jusqu'à que vous voyez que les performances, il n'y ait plus de gain de performance. Et là, vous voyez que vous êtes à peu près à la limite. Alors au niveau des ID, pour les bulks, testez vraiment le nombre de documents que vous mettez, regardez si ça correspond à votre utilisation et adaptez en fonction de ce que vous balancez, quoi. Nous, comme on a une charge en flux tendu sur le projet, on ne se permet pas de balancer 15 mégas parce qu'en fait ça nous ferait attendre trop longtemps avant la publication des données. Et du coup on a plutôt des sizing où en fait on attend d'avoir peut-être de l'ordre de 1000 documents juste et on les balance comme ça. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une latence très faible à l'apparition du document. On sait que dans la seconde, notre prix sera rafraîchi. Et ça c'est hyper important pour nous. Il n'y a pas moyen de configurer du coup Elasticsearch pour lui dire tu fais un commit à partir d'un certain nombre de documents plutôt qu'à partir d'un certain nombre de documents. C'est découper par bulk, c'est au final faire son boulot à sa place, quoi. Alors, non, c'est au lieu de faire 10 000 requêtes d'insertion, là tu fais qu'une requête au niveau réseau, tu transmets tout. C'est plus pour le réseau alors. C'est plus. Pas vraiment pour Elasticsearch. Non, c'est plus pour le réseau et apparemment il peut optimiser aussi. En fait, sur le bulk, il y a quand même un truc qui est plus pour Elasticsearch, c'est que quand on fait de l'indexation et quand on balance des documents dans Elasticsearch, il y a des pointeurs sur fichiers qui sont ouverts et quand on reste dans le bulk, ils restent ouverts. Du coup, si on va balancer un document par document, il va réouvrir les pointeurs et il va les refermer derrière, ce qui fait un surcoût de ressources qui est phénoménal. Non. Non, ça, non. Quand tu balances un document, il ouvre le pointeur, il insère. Ça, c'est autre chose. Le commit, c'est quand ça va être publié. Il garde pas en mémoire en fait, d'accord. Non. Il fait pas genre un buffering en mémoire avant de dire bon, j'ai commencé. Non, en fait, c'est que par shard, tu as un index Lucene. Si tu fais des memory mapped files, ça sera maintenu en RAM par le système, mais pas autrement, quoi. Par shard, tu as un index Lucene. Et là, le problème, c'est que le commit Lucene, il est très cher. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils bufferisent dans des segments et ils committent le segment toutes les secondes par défaut. Il ne reste pas beaucoup, il nous reste une dizaine de slides quand même. Ouais. Alors, vite sur les ID. Les ID, il faut savoir que par défaut, vous insérez un document sans préciser l'ID, il vous génère un ID qui est au format un peu 64. Dans la prochaine version, ça sera un numéro de séquence avec un seed. Si vous indexez une autre base de données, par exemple si vous aviez du SQL et que vous insérez les données dans Elasticsearch, bien évidemment, c'est plus simple d'utiliser justement l'ID MySQL pour pouvoir le récupérer. Après, vous avez la possibilité de... Donc, soit vous utilisez la génération d'ID automatique, soit vous utilisez l'ID qui était fourni avant. Et il faut savoir que la génération d'ID est plus rapide que de spécifier un ID, bizarrement. Voilà. Dans la prochaine version. Alors, pourquoi nous on utilise des ID custom parce qu'en fait on connaît la data qu'on veut écrire et typiquement il faut savoir que dans Elasticsearch quand vous balancez un document, l'ID il est généré automatiquement, mais ce qui veut dire que si vous rebalancez le même document sans avoir l'ID, en fait ça sera un nouveau document. Et sachant que dans Elasticsearch, en fait, si vous envoyez juste une mise à jour de champ, ce que ça revient à faire pour Elasticsearch, c'est charger le document, mettre à jour le champ dans le document et réécrire le document complet.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification champ par champ. C'est vraiment une réindexation complète du document qui se passe systématiquement. Du coup, le conseil que moi je donne, c'est si vous avez la possibilité, balancez systématiquement le document complet parce que ça lui évite de recharger l'ancien document, de mettre à jour et de... Voilà, il va juste du coup écraser directement et vous allez avoir un gain en performance de l'ordre de 15 à 20%, c'est ce que j'ai constaté moi sur mon utilisation. Alors, au niveau des filtres, on n'a plus les notes. Qu'est-ce qu'on voulait dire sur les filtres? Alors les filtres sont mis en cache, donc c'est-à-dire les filtres, c'est les clauses, c'est l'équivalent des clauses where en SQL. Et donc il faut savoir qu'ils seront mis en cache en RAM et réappliqués à chaque search. Et donc typiquement il faut plutôt utiliser les booléens and, or, not qui seront cachés dans vos recherches. Voilà. Alors par rapport les recherches, on met tout ce qui est dynamique. Dans la query, on met tout ce qui est dynamique. Dans les filtres, on met ce qui peut être réutilisé par toutes les queries. Grosso modo, c'est ça la best practice. Et après, il y a des façons d'utiliser les filtres pour vraiment fine-tuner le truc. On a différents types de filtres qui vont être cachés différemment. On peut même descendre jusqu'à changer sa clé de cache pour le filtre, de façon à se garantir qu'elle sera réutilisée. Mais c'est vraiment important de le savoir parce que ça va vous donner un gain en performance qui est vraiment important. Surtout quand vous avez beaucoup de recherches qui sont du même type ou beaucoup de filtres qui sont du même type. Moi, je pense sur le projet calendrier des prix, filtrer les classes de voyage, c'est juste utiliser tout le temps, quoi. Donc voilà, pensez-y. Et du coup, Warm-up API, donc il faut savoir qu'il y a une API pour préchauffer entre guillemets les caches, pré-cacher en fait. Et donc l'idée c'est que vous allez insérer donc l'API Warm-up, c'est une API REST, donc c'est des requêtes. Donc vous créez une requête qui dedans contient une requête qui sera exécutée à la création de l'index pour préchauffer les filtres en fait, pré-cachés. Ouais. Voilà, pré-cachés, pardon. Alors les agrégats c'est super, vous voyez. En fait, il y a beaucoup de ramifications dans les agrégats, c'est-à-dire qu'on peut ramener vraiment une quantité de données très sympathique. On peut faire des super stats, on peut mettre des min, des max. Par contre, plus on va rajouter de données, plus le tronc il va être gros. Et ce qu'il faut savoir dans Elasticsearch, c'est que quand vous faites un agrégat, en fait, ce qu'il va faire, c'est l'intégralité des combinatoires et les charger en mémoire. Donc, vous voyez le tronc là, c'est à peu près ce qu'il va bouffer comme mémoire dans votre JVM. Et ce qui se passe, c'est que il est sans limite. Du coup, out of memory, plus de nodes. Donc, alors évidemment, il faut quand même penser à avoir des systèmes de restart de vos nodes automatiques, des choses comme ça. Par contre, faites très attention à la combinatoire que vous utilisez dans les agrégations parce que quand on fait un agrégat d'agrégat, en fait, on finit par exploser le cluster. Et c'est très facile, vraiment. Du coup, n'ouvrez pas les possibilités de faire des requêtes en agrégat en direct parce que vous allez vraiment foutre en l'air votre cluster très rapidement. Voilà. Alors il y a une API scan and scroll. Donc l'idée c'est que quand vous faites des recherches, en fait vous avez une pagination et l'idée c'est que par défaut le but c'est pas d'aller très profondément dans la pagination parce que sinon quand vous allez à la page 100 en fait il doit recharger réexécuter toute la query et parcourir se déplacer jusqu'à la 100e page. Du coup il y a une API spéciale, c'est l'API scan and scroll. Donc vous allez en fait, c'est un peu l'équivalent en SQL du curseur, pardon. Et donc vous allez préciser, vous allez lancer une recherche et vous allez dire voilà, je veux qu'elle reste. Je maintiens mes pointeurs de façon à pouvoir les retrouver. Voilà, et donc vous donnez une durée, par exemple 5 minutes, et vous allez pouvoir scroller sans impacter profondément dans la pagination, sans impacter l'utilisation de mémoire. D'accord. Alors. Là, on parle des petites optimisations dont on n'a pas encore parlé, du coup. C'était quoi déjà ? Ah ça c'est ton slide. Hein. C'était parce qu'on n'a pas les notes, du coup. Je sais plus ce que c'était. Next. T'as perdu un nœud.
Globalement, je pense que c'était juste faire attention à tout ce qui est silent fail et explosion parce que par défaut. C'est le TTL, pardon. Ah oui, bah voilà. C'était pas mon slide. C'était le mien, effectivement. Donc TTL. C'était là, c'est vrai. Le time to live. Time to live, ouais. Il faut savoir que, par exemple, vous pouvez préciser, donc c'est désactivé dans l'index, donc via le template mapping, vous pouvez, enfin via le mapping de l'index, vous pouvez l'activer. Et l'idée, c'est que vos documents, vous pouvez leur donner une durée de vie. Donc c'est une feature sympa. Cependant, typiquement dans Logstash, le problème c'est qu'Elasticsearch il doit scanner tout l'index, tous les documents pour voir régulièrement, je crois que c'est toutes les minutes, pour voir si le document il doit l'enlever ou pas. Donc si ça a un coût. Donc si vous pouvez utiliser une CRUD tab, c'est mieux. Typiquement dans Logstash, vous avez un index par jour, vous pouvez le mettre par mois. Et si vous voulez garder que 3 mois, c'est plus simple d'utiliser une cron tab que d'utiliser le TTL. C'est moins impactant en fait. Ouais. Jean-Claude Van Damme. Donc il faut savoir qu'il y a une API Aware. Enfin, c'est pas une API Aware, il y a une notion d'awareness, pardon. Donc l'idée c'est que via des propriétés dans la configuration, vous allez pouvoir influencer comment sont répartis les nodes sur les machines. C'est-à-dire par exemple, si vous avez 2 racks physiques, vous allez pouvoir utiliser des propriétés pour que les nœuds soient répartis sur différents racks. Comme ça, si un rack tombe, vous avez quand même, vous n'avez pas tous vos réplicas, enfin, vous n'avez pas tout l'index sur un rack, c'est bien séparé en fait. Il y a aussi, fermer vos index. Il faut savoir, vous pouvez fermer un index, donc ça permet de ne pas le supprimer. Vous le fermez, il est plus visible entre guillemets par cluster, ça garde les données et ça permet de libérer de la consommation. Les file descriptors c'est important parce que d'un moment en fait avec Logstash tu as tellement de trucs ouverts que d'un moment ton file descriptor si tu les ouvert tout le temps. Voilà. Ouais, mais sur Logstash, typiquement selon la charge que tu as, t'as pas intérêt à faire un index par jour quoi. Non bien sûr, mais c'est juste pour dire que l'une des problématiques c'est les file descriptors aussi, le fait de le fermer ça te soulage. Oui, complètement, oui. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une API backup. Donc, il ne faut pas copier le dossier data d'Elasticsearch, le copier-coller à la main. Je m'adresse particulièrement à Xebian qui ne m'écoute pas, mais il faut utiliser la... Oui, devant, oui, toi devant. Il faut utiliser l'API backup. Ça permet de, en une requête, vous lancez une requête, ça backupera tout le cluster. Voilà. Et le problème, c'est que... Il est dans un état garanti en fait. Voilà, ouais, en fait, vous voyez ça comme quand vous copiez le dossier data, c'est un peu comme si vous copiez le dossier data de votre MySQL. Donc s'il est corrompu derrière, s'il est corrompu, vous êtes un peu, vous l'avez dans l'os. Voilà. L'API backup, au moins c'est un export, donc vous avez les documents, quoi. Réimportable. Réimportable, ouais. Et la sécurité. Donc oui, parce que c'est backup et restore. Voilà. Il faut savoir que Elasticsearch, ils ont jamais sorti la version 1 tant qu'ils n'avaient pas l'API de backup et de restore. Voilà. Ça aussi, c'est un point que je voulais aborder avec toi, que j'ai abordé avec toi. C'est la sécurité. Avec voilà. vous. Avec vous. Avec vous, ouais. C'est la sécurité. Il faut savoir que Elasticsearch, il n'y a pas de notion de sécurité. Donc c'est open. Donc par défaut, c'est open bar, vous lancez une requête delete sur slash, vous supprimez tout l'index. Enfin tous les index, vous supprimez tout le cluster. Voilà. Puis vous lancez un agrégat avec plein de sous-agrégats et puis vous faites tomber le cluster en même temps, c'est cool. Et il y avait une version avant où vous lancez même, vous lanciez une requête avec du scripting, parce qu'on peut faire un peu de scripting. Vous pouviez lancer des rm-rf, vous deveniez root, enfin c'était... On ne disait pas qu'il fallait pas lancer de scripting justement. Ouais, on l'a pas dit celui-là. On l'a peut-être pas dit, ouais. Ne lancez pas de scripting dans vos documents, dans vos recherches. Même si vous l'utilisez qu'en interne, il faut quand même un minimum de sécurité parce que y a peut-être si vous avez des ennemis dans un service, il peut lancer une requête delete et supprimer tout le cluster. Donc au niveau de sécurité, il n'y a pas encore de standard qui émerge.
Vous pouvez mettre du Nginx déjà pour faire de l'authentification basique ou LDAP par exemple. Vous avez un plugin Jetty Elasticsearch Jetty plugin en fait qui permet de faire aussi de la sécurité. Et vous avez un troisième plugin qui est sorti il n'y a pas longtemps, toujours sur GitHub. Bref, c'est vraiment un point un peu délicat parce qu'il n'y a pas de solution standard. Mais il faut vraiment y penser, il ne faut pas laisser le cluster à nu sans protection. Ce qu'on fait par défaut, c'est que déjà on va isoler le cluster de façon à ce que tout le monde ne puisse pas y accéder. Et on n'accède pas en front, en direct à Elasticsearch, c'est une très mauvaise idée. On met un applicatif en front de notre application HTML de façon à déjà au moins isoler et périmétrer vraiment les requêtes qu'on va faire. Je sais que certains ont fait des passe-plats simple sur leur Elasticsearch et c'est pareil, c'est une mauvaise idée parce que du coup on peut faire passer des requêtes qui sont très dangereuses sur notre cluster. Il faut vraiment en avoir conscience. J'avais un dernier point, c'était sur les shards. C'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que il y a aussi un point important à savoir, c'est que les shards, c'est ce qui définit aussi comment les shards vont être répartis sur votre cluster. C'est la partition qui va se partitionner donc sur le cluster. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un node qui tombe, les shards ils sont réalloués et du coup il y a un gros transit réseau selon la taille du shard. Et du coup c'est important de dimensionner aussi vos index par rapport au nombre de shards, de façon à avoir des shards qui soient faciles à déplacer sur votre réseau. Faites des tests. Essayez quand vous avez un index qui est chargé, qui a beaucoup de données, de faire tomber un node et voir en combien de temps il revient dans un état fonctionnel. Est-ce que vous avez des questions? Attends, on les a tous assommés quoi. Ouais. Là ils ont faim je crois en fait. Ouais. En fait, j'ai bien entendu facilement, c'est qu'au tout début, on vous disait choisissez votre combat sur l'API. Au final, j'ai plus retenu qu'il y a des choses sur lesquelles il fallait faire attention. Mais je ne vois pas. Alors, en fait, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que déjà l'API Java, elle est hyper verbeuse. Okay. Par exemple, faire du Groovy avec un slurper JSON qui va balancer en HTTP, ça sera 10 fois plus simple. Par contre, si on est prêt à se payer le coût de l'API Java, qui est quand même très verbeuse, encore une fois, très verbeuse, très verbeuse, je l'ai déjà dit, non, le point essentiel, ça va être les mises à jour de cluster en fait. Parce que quand on va faire une mise à jour de cluster, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il faudra synchroniser toutes nos mises à jour d'application avec le cluster. C'est ça le point noir de cette solution-là. Et c'est pour ça que j'ai tendance aujourd'hui à favoriser des solutions à base de HTTP, parce que via l'API REST, là elle est rétrocompatible, et du coup on a la garantie que d'une version à l'autre du cluster, nos requêtes REST vont passer. Alors, par contre, j'ai rencontré des problèmes moi, sur des requêtes REST. Est-ce que tu peux faire du bulk et envoyer dans une requête REST vraiment beaucoup de données? Oui. D'accord. Oui, tu peux. Ouais. Tu fais du streaming. Quand on essaye de faire de l'unitaire à répétition sur la requête REST. De l'unitaire à répétition, en fait, je crée document par document et puis les requêtes, là par contre, il n'aime pas du tout. En fait, il faut juste pas créer document par document déjà. C'est ça, ouais. Non, mais on est d'accord. C'est effectivement une mauvaise utilisation, et derrière tu peux regarder aussi si tes files d'attente sont bien dimensionnés, parce que tu as probablement un problème avec ça. Si tu balances beaucoup de charges en file d'attente, il y a un moment où la file d'attente est exhaustée et du coup, tu peux. Il y a différents cas de fonctionnement. Il peut te balancer un rejected effectivement, mais il peut aussi juste pas répondre et puis voilà. Ouais. Moi, je voudrais juste répondre à la question de Docker tout à l'heure. Il existe bien un conteneur officiel qui est maintenu par Docker. Par contre, ils n'ont pas suivi vos bonnes pratiques. Du Java 7, c'est pas du Java 8 et c'est pas. C'est les leurs, hein. C'est les leurs, les bonnes practices. Le JDK 8 c'est remonté en formation Elasticsearch. Donc, et ils n'utilisent pas RPM, mais bon, ça suffit. De toute façon, Docker est un packaging en soi, donc c'est pas. Non, après, si vous prenez un tar GZ, mais que vous créez vos user groups, etc., il n'y a pas de souci. C'est juste que les packages, il avait fait pour vous, quoi. Ne lancez pas Elasticsearch en route, quoi. Un jeu, Akil. D'autres questions? Ouais, c'est sur l'analyse des champs.
quand tu as besoin, par exemple, justement qu'un champ soit pas analysé, si tu veux pas qu'il coupe, par exemple, toi tu as un champ où tu as la valeur, ça peut être plusieurs mots, mais tu veux vraiment chercher tous les mots. La chaîne précise, tu peux utiliser par exemple l'analyseur keyword. D'accord. Qui ne va pas toucher. Est-ce que si je. Non, mais tu peux faire un terme. Est-ce que tout ce qui est système de casse et d'accent, il va savoir quand même. En fait, l'idéal, ce serait de. Non. Il faut savoir, est-ce que tu veux rechercher la chaîne exacte ou est-ce que tu veux quand même qu'il analyse? Je veux pas casser les mots. C'est juste ça, je veux que les mots. Après, tu peux customiser les analyseurs. D'accord. Tu peux customiser ton analyseur, tu peux créer tes propres analyseurs. En not analyzed, il faudrait faire le test, mais normalement, si tu mets ton champ not analyzed, en fait, il va laisser le champ tel quel. Donc, il va faire aucune transformation, ni casse, ni accent, ni stop word. Et du coup, quand tu vas faire une recherche de type terme, il va chercher la chaîne exacte. D'accord. Ça peut répondre à ton besoin. Mais si tu veux customiser la casse et l'accentuation, en fait, tu veux faire de la recherche full text et du coup, c'est plutôt une recherche Lucene. Je pense qu'il y en a qui permettent de faire vraiment le match exact. Je te la trouverai. Ouais. Est-ce que c'est devenu viable d'avoir Elasticsearch en data store principal? Est-ce que c'est non transactionnel? Tu as un temps de publication qui est pas. C'est transactionnel. C'est transactionnel. À partir du moment où tu as le 200, tu sais que c'est bon. Et il y a un translog. Alors, j'avais posé la question à David Pilato l'année dernière ici. À l'époque de la version 09 où il n'y avait pas la backup restore API, il m'avait dit moi personnellement je conseille encore de l'utiliser en source secondaire le temps qu'on ait au moins la backup restore API. Moi perso je vois pas de... Enfin si ça répond bien à tes besoins, je vois pas le problème parce que c'est répliqué, enfin t'as du sharding, du réplica, En fait, ça dépend de ce dont tu as besoin. Si, par exemple, sur un ESQL type Mongo, tu vas pouvoir faire des modifications de champs spécifiques sans avoir à ramener le document. Ça, c'est des choses qui seront totalement contre-productives sur Elasticsearch et qui sont du coup totalement déconseillées. Le incrément d'un champ de document, machin, choses comme ça, c'est vraiment pas fait pour. D'autre part, l'impact, alors le scripting, je le déconseille fortement. D'autre part, l'impact sur la mémoire, c'est que Elasticsearch, ça reste de l'indexation full text et il a une empreinte sur les disques qui est beaucoup plus importante qu'une base de données. Donc il faut avoir ça en tête. Moi aujourd'hui, je ne le conseillerais pas spécialement comme l'utilisation d'une base de données d'informatique, de gestion quoi. Par exemple, dans l'exemple, j'ai besoin des fonctionnalités d'Elasticsearch, mais du coup là j'ai besoin d'avoir mes données en réalité, mon data store primaire, mes documents, leur indexation. Typiquement, chaque outil a son métier. Vraiment, moi je reste là-dessus. Mais je fais pas de la base de données de gestion, moi. J'écrase les documents systématiquement. Donc effectivement, j'ai pas cette problématique-là. Mais quand je me tape des problématiques de mise à jour en masse des documents, c'est une vraie emmerde. C'est une vraie emmerde. Et chose qui est pas du tout embêtant avec un Mongo, par exemple. Donc le langage de manipulation de la donnée, il n'est pas hyper performant et honnêtement j'en reste au point que c'est pas fait pour quoi. Ce qui t'avait fait dire non transactionnel, c'était quoi? C'est pseudo-consistant. Tu peux pas ouvrir une transaction et faire plusieurs. Bah oui. Ouais, d'accord. C'est non transactionnel. C'est atomique, mais c'est pas transactionnel. Ça n'a rien à voir. Atomique, transactionnel, c'est acide. Il y a plus que simplement l'atomicité quoi. D'autres questions? Bon bah. Une version, le format d'analyse stockage d'Elasticsearch, il reste le même? Non. Ça dépend pas nécessairement. Tu as eu des epic fails justement quand on est passé de la 9.5 à 1.0 à 1.1. Excusez-moi. Où en fait les gens qui ont fait l'upgrade avant la 1.1.2 ont explosé leur cluster. Ont explosé leurs index et du coup ils ont dû repartir de backup de la 1.0 pour avancer. Donc normalement ils fournissent, au démarrage Elasticsearch vérifie l'ancienne version des données et fait la mise à jour tout seul
il donne les manipulations générales sur les release notes, c'est assez simple. Mais bah, de temps en temps, en fait, il est important sur Elasticsearch, moi c'est le conseil que je donnerais, c'est de ne pas partir sur la dernière version, mais de partir sur une version, enfin surtout sur les majors, quand on passe de 1, 0 à 1 par exemple, il faut attendre qu'il y ait quelques minors qui soient sortis pour pouvoir passer dessus, parce qu'ils ont vraiment une tendance à releaser une fois par semaine pratiquement. Enfin, il y a un flux tendu de release c'est très bien, ça fait vivre le produit, mais enfin du coup on se retrouve de temps en temps avec des releases qui sont un peu foirés, et du coup attendez un peu de maturation sur les releases. C'est comme Apple, vous achetez pas l'iPhone quand il sort, parce qu'on sait que le premier iPhone il était pourri. Voilà. Faut pas le mettre à jour surtout. Voilà. Bah, merci. Vas-y.